Bonjour à tous, nous sommes réunis ce soir pour un jeudi de la réussite consacré au métier du conseil et de l'audit, donc secteur très large, plus de 10 000 cabinets de conseil en France, plus de 25 000 salariés, et très large aussi en termes de discipline, comptabilité, finance, fiscalité, marketing, stratégie. Donc on va essayer d'y voir plus clair, et pour ça on a 5 alumni ce soir qui nous ont rejoints, 5 anciens étudiants qu'on remercie. Il s'avère que dans les métiers du conseil, on se tutoie. Donc on s'est dit qu'on allait se tutoyer. Je vais leur demander brièvement déjà de se présenter. Chloé Guéguin. Eh bien, merci pour l'invitation. Déjà Edwin, donc Chloé Guéguin, ça fait depuis 1 an désormais que je travaille chez Mintlink Consulting, une boîte de conseil située à Paris. Et ça fait bien longtemps maintenant que je suis partie de Sciences Po Ex. Je crois que ça faisait 4 ans que je n'étais pas revenue ici. Je suis de la promo 2015 et j'ai fait un M1 Affaires publiques. Ok. Maxime Renard. Bonjour Jules, merci aussi pour l'invitation. Moi, je m'appelle Maxime Renard. J'ai été diplômé en 2014 et je suis consultant senior et lead designer à l'Experience Center de PwC, dans lequel je travaille depuis 3 ans. Et tes masters? J'ai fait ici un master Affaires publiques qui m'a amené vers un master 2 Affaires internationales de l'entreprise. Donc un petit changement d'orientation dont je suis assez content. Je pense qu'on va pouvoir y revenir. Effectivement. Colline Pifto. Bonjour également pour l'invitation. Donc, Colline, je travaille depuis 3 ans maintenant chez KPMG et auparavant j'ai travaillé chez Ernst Young. Donc, je travaille plutôt auprès des directions financières et j'ai fait un master 2 en alternance, le fameux, qui m'a amené à travailler donc, chez AXA en alternance. Donc je suis de la promo comme Maxime 2014. Super. Maxime Méry. Bonjour, merci Jules. Je suis diplômé de 2011, donc ça fait quelques temps. Je suis presque le plus âgé ici, donc un peu de respect. Presque. Pas presque. Je suis le plus âgé. J'ai cofondé avec un associé une agence de conseil en relations institutionnelles et j'exerce maintenant depuis 3 ans entre Aix-en-Provence et Paris où j'effectue très régulièrement des allers-retours. Ok. Karen Jou. Donc merci pour l'invitation dans cette belle ville d'Aix. Donc moi j'ai été diplômée en 2017, donc assez récemment. J'avais fait un master 2 en alternance aussi à la SNCF et je suis depuis moins d'1 an chez Wavestone, donc un cabinet de conseil, consultant en secteur public, notamment auprès des ministères. Ok, alors on va essayer maintenant d'y voir un peu plus clair sur ce que vous faites vous dans le domaine du conseil qui est très large. Chloé Guéguin, vous êtes consultante en management. C'est quoi être consultant en management ? Alors, le management, on pourrait aussi également dire organisation. C'est-à-dire que lorsque l'on arrive dans une entreprise, et notamment dans des organisations assez conséquentes, assez complexes, on se rend compte qu'il y a certains processus qu'il faut réorganiser. On se rend compte que parfois c'est un petit peu le bazar. Et donc, quand on arrive, on essaye d'accompagner les entreprises dans des nouveaux projets qui nécessitent d'aller dans le détail, dans la réorganisation d'équipes, dans la réorganisation de processus, comme je le disais. Ok. Karen Jo, vous êtes consultante, mais spécialisée dans le secteur public. En quoi ça consiste concrètement ? Oui, alors je fais également du conseil en management et plus particulièrement tout ce qui touche à la transformation numérique des organisations et donc du secteur public. Donc plus particulièrement, on travaille auprès des ministères, des collectivités territoriales ou des établissements publics et on les accompagne dans leurs grands projets de transformation alors qu'ils touchent régulièrement les réformes numériques ou alors les systèmes d'information ou les grandes réformes qui ont lieu en ce moment, comme par exemple la procédure pénale numérique au ministère de la Justice. Ok. Maxime Renard, j'ai vu que vous avez été longtemps consultant, mais j'ai vu sur votre LinkedIn que vous êtes lead designer senior associate. Ça veut dire quoi ça ? Alors, ça veut dire plusieurs choses différentes. Senior associate, c'est une manière anglo-saxonne de dire consultant senior. Et lead designer, c'est une spécificité de l'Experience Center de PwC qui en fait essaie d'aborder les mêmes sujets, les mêmes thèmes, les mêmes missions que les cabinets de conseil classiques dans lesquels j'ai travaillé avant d'arriver à l'Experience Center, mais avec une méthodologie qui s'appelle le design thinking, qui ne se traduit pas, et qui consiste à remettre l'humain. L'humain, c'est le destinataire final, le récipiendaire finalement de tout ce qu'on fait dans nos missions. Donc pour les missions de service public, c'est l'usager, c'est le citoyen. Pour nos clients en B2B, en B2C, ce sont les collaborateurs, les utilisateurs et les clients finaux. Ça consiste à remettre ça business to business.
Alors oui, B2B, c'est business to business. Ce sont nos clients qui sont des entreprises. Et B2C, c'est business to consumers. Ce sont nos clients qui sont du grand public, des consommateurs. Et lead designer, ça veut dire un petit peu comme un consultant senior, mais avec une autre méthodologie, aborder tous ces sujets-là par le design thinking, par ces méthodologies qui sont des méthodologies innovantes et qui vont chercher justement l'innovation sur plusieurs secteurs et plusieurs thèmes chez nos clients. Ok. Colline Pifto, elle conseillère, mais plus sur des aspects financiers. Comment ça fonctionne de conseiller dans le domaine de la finance? Alors, déjà, dans les grands cabinets, donc les Big Four, Deloitte, EY, Price et KPMG, tout ce qui est services financiers, c'est tout ce qui va toucher à la banque, à l'assurance et à l'asset management, donc globalement. Donc moi, je travaille plutôt du côté assurance. Et après, pour une entreprise d'assurance, comme toute autre entreprise, on peut toucher à toutes les directions de l'entreprise. Et moi, je travaille plus particulièrement pour les directions financières. Donc, je travaille sur les sujets qui vont toucher à tout ce qui est pilotage de la performance, c'est-à-dire comment est-ce qu'on améliore le chiffre d'affaires, la rentabilité d'une entreprise. Tout ce qui va aussi toucher à l'amélioration des processus, comment on fait que les choses vont plus vite, fonctionnent mieux, sont plus automatiques. Et également à tout ce qui va être, par exemple, la définition d'indicateurs pour piloter une entreprise. Donc, par exemple, actuellement, je travaille pour le groupe AXA dans l'implémentation, donc la mise en place d'une grande réforme réglementaire. Et donc je travaille sur la définition des nouveaux indicateurs qui vont permettre au groupe, et c'est commun à toutes les grandes entreprises d'assurance, de communiquer au marché. Donc ça a des impacts énormes sur toute la chaîne de production, et donc on travaille sur ces sujets-là. Donc, mais ça c'est une petite partie de tout ce qui peut être fait auprès des directions financières. Ok, très intéressant. Maxime Méry s'est présenté tout à l'heure, mais il n'a pas dit qu'il est le président de l'association des diplômés de Sciences Po Ex, très modeste. J'ai voulu être modeste. Oui. Mais c'est bien, c'est nécessaire. Et vous êtes également cofondateur d'une agence de conseil en communication qui s'appelle Éminence Grise. C'est quoi la différence avec une agence de communication? Est-ce que c'est du lobbying finalement? En partie, le travail est simple. Hein. C'est promouvoir et défendre la réputation de nos clients. Notre mission, c'est celle-là, qu'il soit du secteur public ou du secteur privé. Le lobbying, c'est un moyen d'action, c'est-à-dire comment je vais être capable de mettre en place une stratégie pour peser sur les pouvoirs publics. La communication de crise aussi est un levier d'action qui va être comment je vais pouvoir défendre la réputation de mon organisation face à des attaques diverses, comme on voit tous les jours sur les réseaux sociaux ou dans les médias de manière générale. La différence avec une agence de communication, justement? Une agence de communication, elle est spécialisée dans un certain nombre de domaines. Chacun est spécialisé avec chacun ses expertises, etc. Nous, on travaille principalement sur ces deux axes de lobbying, communication de crise. Voilà. Donc, on est capable de proposer à nos clients du conseil, des stratégies et puis aussi des outils de communication qui leur permettent de mobiliser plus largement leurs parties prenantes, de communiquer et d'enfin valoriser les organisations et les entreprises. Ok. Voilà. Aujourd'hui, on est dans une conférence qu'on va faire tout à l'heure sur les métiers du conseil et de l'audit, mais c'est assez fou pour pas mal d'étudiants ce que c'est qu'un audit. Colline Pifto, vous, peut-être vous travaillez dans le domaine de la finance, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est qu'un audit, si vous avez eu l'occasion d'en faire? Alors, donc l'audit, globalement, est, d'un point de vue, on va dire, de part de marché, est monopolisé par 5 grands acteurs, qui sont donc les Big Four plus Mazars, qui est un acteur français, donc ceux que j'ai cités tout à l'heure. Et donc globalement, ce sont des cabinets qui ont été fondés sur l'audit. Donc l'audit, ça va être, donc c'est obligatoire, c'est réglementaire. À partir d'un certain seuil, une entreprise doit avoir un auditeur, et au-dessus d'encore un certain seuil, une entreprise doit avoir 2 auditeurs. Donc on appelle ça des commissariats aux comptes. Et donc l'objectif, ça va être de certifier que les comptes qui sont produits par les entreprises sont fiables et voilà, qu'il n'y ait pas de faux, de détournement, etc. Donc ça va être le commissaire aux comptes signe et a une responsabilité pénale dans sa signature d'ailleurs, et certifie que les comptes sont certifiés conformes et fidèles, ont une représentation fidèle de l'entreprise. Et une entreprise ne peut pas s'occuper de l'audit et de conseiller en même temps le même client. Exactement, il y a eu des grands scandales il y a quelques années, Sarbanes-Oxley par exemple, et donc il y a une loi qui a fait suite, Enron, voilà, et donc la loi qui a été suivie était la loi Sarbanes-Oxley, qui donc interdit à une même entreprise de faire à la fois du conseil et de l'audit pour un même client. En effet, on serait jugé parti quelque part si on était amené à conseiller sur une méthodologie par exemple de clôture ou de définition de méthodologie comptable, et après on serait amené à auditer
à juger cette méthodologie-là. Donc c'est complètement interdit. Et donc les entreprises qui ont ces deux pôles, comme KPMG ou Prax par exemple, travaillent pas du tout sur les mêmes clients. Et donc il n'y a jamais d'interaction, sauf s'il y a besoin sur une mission, mais ce ne sera pas sur un client qui sera le même. Très peu d'interaction entre les auditeurs et ceux qui travaillent dans le conseil. Et l'auditeur, quand il arrive donc, en tant que junior, va être amené à vérifier, faire des tests, vérifier que par exemple une information qui arrive d'un système d'information, une information qui arrive d'un autre système d'information sont bien les mêmes, etc. Donc c'est quelque chose, je dirais, au début d'un peu lourd, d'un peu répétitif. Donc c'est beaucoup de checks. Et après, au fur et à mesure, ça devient de plus en plus intéressant parce qu'on essaye de comprendre pourquoi il y a des écarts, on les explique, etc. Mais c'est assez particulier. Et c'est vrai que dans Sciences Po, il y a très peu de personnes qui vont s'orienter vers l'audit parce que c'est quand même très, très financier de base. Ok. Vous avez tous fait Sciences Po. Du coup, j'aimerais savoir, Maxime Renard par exemple, qu'est-ce que vous avez fait à Sciences Po, que ce soit association, cours, qui vous a été utile concrètement dans votre métier d'aujourd'hui? Ce qui m'a été utile concrètement, ce que j'ai fait à Sciences Po, c'est que j'ai appris à Sciences Po à aborder un certain nombre de sujets très différents. À les aborder, certains disent en surface, en fait, à aborder tous les grands éléments des sujets, les grands éléments historiques, les grandes théories économiques, les grandes théories philosophiques, à comprendre qu'il y avait des modes de pensée, des modes de fonctionnement différents dans des écoles différentes. Ça m'a beaucoup servi pour faire du conseil, parce que le conseil, c'est un métier où on fait des missions. Une mission, ça dure un certain temps, et chaque mission est en général pour un client différent, dans un secteur différent. Ça veut dire que vous pouvez vous retrouver à faire une mission chez un opérateur téléphonique, puis une mission pour le ministère de la Santé, puis une mission pour un groupe hôtelier, et ce sont des univers différents, des cultures complètement différentes qu'il faut comprendre, il faut savoir s'adapter, il faut savoir se mettre au diapason des gens qu'il y a en face de vous. Et Sciences Po, ça m'a appris cette diversité-là, et à comprendre que les sujets ont un intérêt dans ce qu'ils sont, et que c'est à moi de m'adapter et pas aux autres. Et à l'inverse, Chloé Guégan, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont manqué à Sciences Po, que vous auriez bien aimé qu'on vous dise ou qu'on vous apprenne dans le cadre de votre formation, et vous avez découvert finalement plus tard que ça aurait été bien utile? En ces termes-là, je pense qu'il y a une question qui est vraiment cruciale quand on est à Sciences Po, c'est la question de l'atterrissage dans le monde professionnel. Et notamment dans le monde du conseil, puisqu'effectivement, du fait de la pluridisciplinarité de notre parcours, on va survoler tous les sujets, mais très peu approfondir certains. Peut-être dans le cadre du master 2 un peu plus, toutefois, mais bon, généralement, voilà, on reste quand même en surface des sujets. Et quand on arrive dans le monde de l'entreprise et qu'on se rend compte que toute l'énergie d'une entreprise va dans la mise en œuvre de décisions et non pas forcément dans la prise de décision, eh bien, il y a la question du terre-à-terre. Plus que le fond, finalement, peut-être, des fois. La façon dont c'est mis en œuvre plutôt que le fond des politiques, vous voulez dire? Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, on pense souvent à la prise de décision. Toutefois, on ne voit pas tout le travail qui est plus ou moins invisible derrière, qui est de mettre en œuvre ces décisions. Et ça, vraiment, ça prend un temps fou dans une entreprise, ça pose 300 000 questions. Et nous qui avons plutôt l'habitude de rester sur l'aspect décisionnel et de rester en surface de certains sujets, de prendre du recul, on n'est pas forcément dans le concret, on ne met pas forcément les mains dans le cambouis, si je puis dire, pour s'en apercevoir durant les études. Finalement, ce qui a de la valeur, c'est peut-être pas l'idée, c'est la capacité à la délivrer derrière. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Karinjo, vous êtes d'accord, il y a des aspects que vous auriez aimé aborder lors de vos études qui finalement vous n'aviez pas pu aborder, apprendre des choses concrètes que vous avez découvert dans le monde professionnel et vous auriez aimé qu'on vous le dise avant? Oui, alors il ne faut jamais avoir de regrets, mais effectivement, à Sciences Po, on a une multitude d'enseignements et on a une ouverture d'esprit qui est assez rare dans beaucoup de formations en France et à l'international. Après, c'est vrai que lorsqu'on s'oriente dans le domaine du secteur privé, comme c'est notre cas à tous, il y a beaucoup de rudiments qui appartiennent à l'entreprise, de vocabulaire, d'habitude, de façon de penser, de façon de comprendre l'organisation, de comprendre le modèle économique, qu'on n'apprend pas forcément à Sciences Po, même si petit à petit ça se met en place dans les Master 2 et notamment ceux qui sont en alternance. Mais après, je pense qu'il ne faut pas tout confondre non plus. Ce n'est pas la vocation d'une école comme Sciences Po et je pense qu'on reviendra ensuite sur le pourquoi certains on a aussi poursuivi en faisant un autre master derrière.
Mais en tout cas, ça donne de très bonnes bases. Et moi, je vois personnellement que dans le secteur public, enfin le conseil au secteur public, finalement, on a quasiment toutes les armes en main pour ensuite aller conseiller des ministères ou des collectivités. Justement, effectivement, vous le disiez, parmi vous 5, 3 ont poursuivi une année dans une école plus classique de commerce. Maxime, Méry, c'est votre cas. Vous avez fait 1 an à l'IAE d'Aix-Marseille. Est-ce que c'est nécessaire de passer par là pour après faire du conseil ? Sur un master en communication, ce qui est différent du master général de management général. Donc c'est quand même légèrement différent. Moi, ça m'a apporté autre chose, des savoirs complémentaires. Pour répondre à votre question de tout à l'heure, moi, mon boulot, c'est j'agis sur les représentations du monde, sur les représentations. Donc, puisque je fais de la communication. Donc, c'est-à-dire la différence entre le message qui est émis et la manière dont il est perçu. Donc, de manière assez simple, je fais forcément appel à un certain nombre de savoirs que j'ai appris à Sciences Po. L'histoire, la sociologie, les idées politiques, etc. Parce que le monde dans lequel on vit est complexe. Et donc, du coup, ce sont ces savoirs qui me permettent aujourd'hui de délivrer une analyse complète des enjeux à mon client, qui, je l'espère, est la bonne. Voilà. Moi, ça m'a appris, en tout cas tout ça. Très bien. On va essayer d'y voir un peu plus clair, encore plus concrètement. Pas clair, alors. Non, je parlais d'un autre domaine parfaitement clair. C'était parfait, Maxime. Colline Piveteau, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de choses concrètes que vous faites régulièrement dans le cadre de votre travail ? Voilà, en quoi ça consiste Alors, je pense que vous avez pris l'exemple peut-être la plus éloignée de ce qu'on fait à Sciences Po. Parce que donc, là, c'est très, comment dire, je veux dire, très financier. Donc, je travaille vraiment sur, en ce moment, on met en place... Là, je vais rentrer, excusez-moi, déjà dans le technique, une nouvelle norme d'évaluation des passifs. Donc, dans un bilan d'entreprise, vous avez actif, passif. Et donc, on va mettre en place une nouvelle norme d'évaluation des passifs. Et donc, je travaille avec toute une partie des gens qui analysent les chiffres qui sont communiqués par toutes les entités et qui les consolident. Et donc là, l'objectif, c'est de voir comment ces chiffres vont évoluer, parce qu'en fait, vraiment, tout va être repensé, la manière après, la science, c'est quand même très particulier, mais comment on va comprendre les chiffres et comment on va réussir à communiquer dessus. Donc ça rejoint un peu Maxime sur la communication. Vous parlez aux chiffres, moi je parle aux âmes. Voilà, sans doute. Moi je parle... Ah oui, c'est vrai que je parle aux investisseurs dans ce cas. Et donc on va dire, voilà, si cet indicateur disparaît, qu'est-ce qui va pouvoir le remplacer ? Parce que bon, c'est tellement compliqué que l'investisseur lambda ne va pas forcément comprendre ce qu'on va dire. Donc, comment on arrive à communiquer dessus ? Et parallèlement, on va demander aux entités de produire beaucoup plus de choses dans des temps qui vont rester les mêmes. Donc, comment on arrive à accélérer ces process ? Voilà. Maxime Renard. Effectivement, mais c'est bien de le demander. Maxime Renard, et pour toi, c'est quoi les tâches quotidiennes, du moins régulières, que tu fais dans le cadre de ton travail ? C'est pas une réponse bateau de dire que c'est un métier qui est pas régulier et il n'y a pas vraiment de quotidien. Là, moi en ce moment, je travaille donc en tant que lead designer, je fais du design thinking chez un opérateur télécom, on teste des manières d'améliorer la satisfaction, l'expérience des clients qui réclament. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avec les clients qui réclament, et pas les experts de la réclamation, mais vraiment les destinataires de tout ce qu'on fait, on a créé des leviers d'amélioration de cette satisfaction-là et on les teste parce que c'est une démarche d'humilité qui consiste à dire qu'on n'a pas toujours raison et qu'on a des idées, que ces idées on les prototype et qu'on va au point de contact des clients, dans les magasins, sur les plateaux téléphoniques, etc. et qu'on teste de nouvelles choses pour améliorer l'expérience des clients. Alors mon quotidien, quand j'essaie de déterminer quels peuvent être ces leviers, ça consiste à rencontrer des clients, à aller dans des boutiques, à répondre au téléphone avec des conseillers sur des plateaux. Quand on teste des prototypes, ça consiste à mettre en place un certain nombre d'indicateurs de suivi de la satisfaction du client, qualitatif, quantitatif. Ça, c'est l'exemple d'une mission. Toutes les missions ne sont pas pareilles. Et c'est c'est un métier qui a des choses qui sont moins bien, mais un des avantages de ce métier, c'est que les journées se suivent et se ressemblent pas, comme on dit. Très bien, très bien. Karen Jouve, qui vous voyez dans le cadre de votre travail ? Est-ce que vous sortez souvent trouver des clients ? Est-ce que c'est eux qui viennent ? Est-ce que vous êtes dans un open space avec des collègues qui vous échangez très régulièrement ou c'est plutôt solitaire ? Alors, de même que les missions sont très différentes, le cadre est toujours très différent. Donc, par exemple, ce matin, je travaillais dans le train et cet après-midi à Aix. Donc ça, c'est un avantage aussi du consultant, c'est on est nomade. Alors, on a donc
pour ma part, Wavestone, on travaille à la Défense. Donc on a des open space, mais on peut aussi travailler de chez nous, on peut travailler de chez notre client, du train, de l'avion, peu importe. Ce qui compte, c'est que les livrables soient rendus à temps et que le client soit satisfait. Après, effectivement, il y a une exigence de travailler en collectif, puisque c'est quand même le propre du consultant de jamais travailler seul dans son coin. Donc on est toujours en équipe, que ce soit en équipe en interne avec nos collègues ou avec nos clients, puisque de même que pour le design thinking, on travaille beaucoup en mode collaboratif, donc à faire des ateliers, à discuter avec les clients et à ce que ce soit eux qui trouvent leurs solutions et pas que nous. Et après, en termes de clients, si c'était votre question aussi, moi je travaille avec tout type de clients, donc en tout cas pour le secteur public, par exemple pour l'exemple des ministères, je peux travailler à la fois avec un opérateur, mais aussi avec des chefs de cabinet, comme c'est le cas en ce moment, ou des directeurs. Donc des niveaux d'études et des niveaux intellectuels différents et des niveaux de technique aussi, ce qui rend le métier riche. Ok. Chloé Guéguin, j'aimerais savoir qu'est-ce qui a marché dans vos lettres de motivation, dans vos CV, qu'est-ce que les recruteurs recherchent dans le domaine du conseil finalement? Alors je ne sais pas si mon exemple peut être pris pour une généralité, puisque j'ai été recrutée par rapport à ce qu'on dit mon profil atypique, parce qu'après Sciences Po, j'ai fait de la recherche. Donc c'est plutôt pour cette raison-là qu'ils m'ont recrutée. Mais toutefois, je dois dire que la lettre de motivation a été hyper importante, parce qu'en fait, une lettre de motivation, comme son nom l'indique, ça sert à montrer qu'on est vraiment motivé, et donc notamment à montrer qu'on a compris ce que le cabinet faisait. Par exemple, si vous vous adressez à un petit cabinet de conseil en disant que vous avez entendu parler de lui parce qu'il est prestigieux, ça passe pas. Donc effectivement, le préalable, c'est de montrer que vous êtes vraiment renseigné sur ce qu'il faisait, éventuellement essayer d'avoir compris aussi son métier, les basiques en fait de l'entreprise. Ça, je pense que c'est le préalable à toute candidature. Je vais répondre à cette Bien question. sûr, je t'en prie, Maxime. Tu ne me la poses pas, mais je vais y répondre. La question était comment j'ai été recruté et comment je suis rentré dans ce monde de conseil. La réponse est simple, grâce à un diplômé qui lui-même m'a recommandé à son employeur. Je suis resté en stage, j'ai fait 6 ans en stage. Et c'est là où je viens à petite page promotionnelle. Grâce à un diplômé, vous me voyez venir, l'association des diplômés de Sciences Po Ex, c'est notre rôle d'accompagner les étudiants pour justement travailler à leur trouver un stage qui, je l'espère, se transformera en emploi. Et donc, si j'ai un conseil à donner aux étudiants, c'est de ne pas hésiter à nous solliciter, nous, associations, et à solliciter les diplômés qui travaillent dans des services, des secteurs d'activité qui les intéressent, pour les contacter directement. Moi, ça a marché comme ça, ce qui démontre aussi la force du réseau. Et c'est ce qu'on essaye de faire perdurer, en tout cas, avec l'association. On va finir sur ces beaux mots, Maxime. Merci à nos 5 alumni d'être venus. On se donne rendez-vous pour le prochain jeudi de la réussite qui sera le 21 mars et portera sur les métiers de l'environnement. Bonsoir à tous.